Le 22 octobre 2003, sur la Grande Barrière de Corail, une plongée de lune de miel tourne au drame. Tina Watson, 26 ans, descend doucement le long d'une corde à côté de son mari. Quelques minutes plus tard, elle repose immobile au pied de l'épave du SS Yongala, à 30 mètres de profondeur. Son masque est en place, son détendeur aussi. Son mari, lui, est déjà en train de remonter à la surface. Cette affaire a traversé 2 continents, 2 procès et 20 ans de débats. Pour certains, c'est une tragédie accidentelle, pour d'autres, un meurtre maquillé. Voici l'histoire de Tina Watson, ou, comme l'Australie la surnommera, The Honeymoon Killer Case, l'affaire du meurtre de la lune de miel. Bienvenue dans Courants Obscurs, le podcast de True Crime qui explore les drames, les affaires criminelles et les secrets enfouis sous la surface des océans. Tina Thomas vit à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis. C'est une jeune femme douce, réservée, très proche de ses parents, qui mène une vie simple et stable. Elle travaille dans une compagnie d'assurance, elle voit souvent sa famille, et elle ne cherche pas particulièrement l'aventure. Tina, elle aime ce qu'elle connaît, la routine, les dimanches tranquilles, la sécurité en somme. Quand elle rencontre Gabriel Watson, Gabe, c'est son surnom, on est en 2001, à l'université d'Alabama, à Birmingham toujours. Elle a 24 ans, lui en a 29. Il est plongeur, il est certifié Rescue Diver, ce qui est un niveau de plongée équivalent au niveau 3 français et qui inclut normalement des notions de secourisme, d'assistance. Et il est passionné par l'océan, par la technique. Il est sûr de lui, organisé, méthodique. Et Tina est très attirée par cette assurance, par cette impression de solidité. Avec lui, elle se sent protégée et elle adore ça. Leur relation avance très rapidement. Et très vite, Gabe lui parle de sa passion pour la plongée et lui propose de s'y initier afin qu'ils puissent la pratiquer ensemble. Tina accepte, surtout pour lui faire plaisir. Après tout, qui n'a jamais fait par amour quelque chose pour lequel il ne se sentait pas prédestiné? Mais Tina, pour elle, c'est vraiment un gros effort parce qu'elle a notamment des antécédents de tachycardie supraventriculaire paroxystique. En gros, c'est une anomalie cardiaque, donc la plongée n'est pas précisément un sport qui lui est recommandé. Tina commence pourtant des cours de plongée en janvier 2003, mais dès les premières leçons, elle comprend que ce n'est vraiment pas son univers. L'eau la met mal à l'aise, elle redoute les exercices de vidage de masque, les descentes dans l'obscurité, la sensation de pression de l'eau, elle déteste ça. Vraiment, la plongée, c'est pas son truc. Elle fait pourtant l'effort d'apprendre et Gabe l'encourage, la corrige et il a très envie qu'elle s'y mette et qu'elle l'apprécie. Quelques semaines avant leur mariage, elle obtient sa certification Open Water, ce qui est le premier niveau de plongée reconnu à l'international et qui permet de descendre jusqu'à 18 mètres dans des eaux calmes et encadrées par un moniteur. C'est suffisant pour plonger en loisir, mais loin d'être un niveau avancé. Et Tina, ça lui va très bien. Elle n'a aucune intention de devenir une plongeuse professionnelle. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir partager un petit peu l'univers de Gabe et ça lui va très bien. Ses proches se souviendront plus tard qu'elle n'était pas à l'aise dans l'eau, qu'elle faisait des efforts avant tout pour lui et que la plongée n'était pas une passion partagée, mais un compromis. Cependant, elle est volontaire, elle essaye et elle obtient son Open Water. Le 11 octobre 2003, c'est un jour de fête. Gabe et Tina se marient, toujours à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis, et la cérémonie est simple, joyeuse, sincère. Sur les photos qui ressortiront après cette affaire, bien évidemment, Tina a l'air de rayonner. Elle a vraiment l'air heureuse, confiante, soulagée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Et quelques jours plus tard, ils s'envolent ensemble pour l'Australie. C'est leur lune de miel, mais pour Gabe, c'est bien plus que ça car c'est également un rêve. Il va pouvoir plonger sur la Grande Barrière de Corail, l'un des paradis des plongeurs. À ce moment-là, Gabe a 55 plongées à son actif, il est rescue diver, mais il a principalement plongé dans un lac de l'Alabama et Tina, elle, n'a que 5 plongées et surtout, ce qui comptera par la suite, elle n'a jamais plongé sous les 9 mètres de profondeur. La Grande Barrière de Corail, c'est un ruban de récifs long de plus de 2000 km. C'est le plus vaste ensemble corallien du monde. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les plongeurs, c'est un sanctuaire. Des coraux colorés, des tortues, des raies mantas, des requins, une vie sous-marine d'une richesse inouïe. Mais ce paradis a ses pièges.
Les courants peuvent y être puissants, les conditions ont la réputation de changer brutalement et certains sites exigent un niveau élevé d'expérience. Parmi ces sites, on compte d'ailleurs le SS Yongala, un paquebot de 109 mètres coulé en 1911 lors d'un cyclone au large de Townsville. L'épave repose droite, sur le sable, à environ 30 mètres de profondeur. Autour d'elle, il n'y a rien. Pas de récif, pas d'abri, juste la mer. Et c'est d'ailleurs pourquoi le courant y est souvent si fort, si imprévisible. Et les moniteurs locaux le répètent à chaque briefing, le Yongala n'est pas un site pour les débutants. C'est pourtant celui que Gabe choisit pour Tina et lui-même. Pour lui, cette plongée, c'est le Graal de tout plongeur. Mais pour Tina, c'est un véritable défi qu'elle n'a pas vraiment envie de relever, même si elle ne se l'admet pas et ne l'admet pas à son mari. Elle ne veut pas le contrarier, alors elle le suit. Ce qui nous mène au matin du 22 octobre 2003. On est donc 11 jours après leur mariage et ce matin-là, la météo est parfaite. Le couple embarque sur un petit Zodiac avec 4 autres plongeurs pour rejoindre le site de plongée. Le soleil tape fort sur le pont du bateau qui s'appelle le Spoil Sport. L'eau est claire, turquoise et la visibilité est excellente. Les plongeurs s'équipent, donc on a 3 palanquets, 3 groupes de plongeurs, dont 2 témoigneront plus tard d'ailleurs du fait que Tina avait l'air plutôt songeuse, en retrait, au milieu de la joyeuse effervescence du groupe. Un instructeur lui demande d'ailleurs si elle se sent prête et elle répond que oui, mais on perçoit dans sa voix une petite hésitation qu'on peut aisément comprendre. Elle sait qu'elle part sur une plongée de 30 mètres, elle n'a jamais plongé à plus de 9 mètres, rappelons-le, et elle n'aime pas ça, elle ne se sent pas à l'aise dans l'eau, donc n'importe qui à sa place aurait été un peu stressé. À quelques mètres d'elle, Gabe, lui, il est détendu, souriant, il plaisante avec d'autres plongeurs. Il vérifie le matériel de Tina avec efficacité, selon les témoins, un peu comme un moniteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, le club de plongée leur avait proposé de commencer par une plongée plus simple, une plongée d'orientation, une plongée de réadaptation, accompagnée par un moniteur. Mais Gabe a refusé cette proposition, il préférait aller directement sur le Yongala, la vraie plongée, celle dont tous les plongeurs parlent, celle qu'il voulait faire. Et Tina n'a pas insisté. Elle a simplement décidé, encore une fois, de suivre son mari. Le bateau arrive sur le site et les plongeurs s'avancent sur le bord, l'un après l'autre, et les palanquets font leur bascule arrière, leur façon de se mettre à l'eau. Et quand c'est leur tour, Gabe prend la main de Tina, vérifie encore une fois son gilet, son matériel, puis il lui fait le signe « on y va ». Et ils plongent ensemble. Ils se mettent à l'eau une première fois, mais après quelques minutes, quelque chose ne va pas. L'ordinateur de Gabe affiche une erreur de batterie. L'ordinateur, c'est l'ordinateur de plongée. C'est la montre, où ça peut prendre une forme un peu différente, mais qu'on porte sur soi et qui indique la profondeur et d'autres paramètres. Gabe, le sien ne fonctionne pas. Ils reviennent donc à bord pour corriger le problème et ils remplacent les piles de leurs 2 ordinateurs, celui de Gabe et celui de Tina. Ils redescendent ensuite au même point de mise à l'eau. Et ce détail, souvent oublié du changement de pile, intéressera quand même plus tard les enquêteurs parce que, selon eux, ils démontrent que tout le matériel a été vérifié et que la plongée fatale n'a pas été précipitée. Une fois de retour à l'eau, ils commencent leur descente. Le courant est déjà perceptible et Gabe descend en premier. Tina suit un peu plus lentement. Les premiers mètres se passent sans incident, mais moins de 2 minutes après le début de leur descente, vers 20 mètres de profondeur, Tina semble perdre le contrôle de sa flottabilité. Elle a du mal, selon les témoins, à se stabiliser. Son gilet semble sous-gonflé, elle dérive légèrement sur le côté, elle s'éloigne de la corde, du boot. Elle tente de la reprendre, mais en vain, ses mouvements sont hésitants, saccadés, et plusieurs plongeurs, proches d'eux, remarquent la scène, parce que le Spoil Sport n'était pas le seul bateau sur le site ce jour-là, donc d'autres palanquets ne sont pas si loin d'eux, même s'ils ne sont pas effectivement sur la même corde, et donc pas à portée de main et à portée d'assistance. En tout cas, ils assistent, impuissants, à cette scène tragique. Gabe se retourne, il la regarde, il est tout près, mais, toujours selon les témoins, il ne fait rien. Il ne la saisit pas, et Tina se retrouve à descendre lentement, presque immobile, et à disparaître vers le fond. Gabe, lui, contre toute attente, commence une remontée lente, contrôlée, régulière, seule, totalement incompréhensible.
Après avoir fini sa remontée, Gabe, forcément, il remonte à bord du Spoilsport et il prévient l'instructeur, Wade Singleton, qui se met alors à l'eau, plonge, retrouve Tina environ 10 minutes plus tard et la remonte alors. Mais à ce moment-là, il la remonte sur un autre bateau, le Jazz 2, où un médecin présent à bord tente de la réanimer pendant plus de 40 minutes, mais sans succès. On lui administre de l'oxygène, on masse, on tente tout, mais rien n'y fait. Et Tina Watson est déclarée morte. Les plongeurs du bateau, forcément, sont sous le choc. Certains cherchent Gabe du regard, mais il semble calme. Quand on lui annonce que Tina est morte, il paraît abasourdi, puis il s'effondre en larmes. Mais il ne pose pas de questions particulières. Il n'a pas l'air dans l'incompréhension de la situation. Le lendemain, à l'hôpital de Townsville, le professeur David Williams, pathologiste médico-légal, pratique l'autopsie. Tina est alors décrite comme une jeune femme en parfaite santé, 1m74 pour 63 kg, sans maladie cardiaque récente, et sans lésions et sans signe de traumatisme. L'examen conclut alors à une mort par noyade, avec cependant la présence d'air dans les vaisseaux, ce qui correspond à une embolie gazeuse post-mortem liée à la remontée rapide. Les médecins excluent d'autres causes, comme un arrêt cardiaque spontané, un vomissement, un laryngospasme ou une crise de panique. Ces hypothèses ne sont pas compatibles avec les observations cliniques. Petite digression d'ailleurs pour vous dire qu'on peut largement vomir dans son détendeur, c'est prévu pour. Fin de la digression. Mais en résumé, Tina s'est noyée, mais rien dans son corps n'explique pourquoi. On est toujours le lendemain et les enquêteurs australiens, forcément, interrogent également Gabe. Mais ces versions divergent très rapidement. D'abord, il dit que Tina a paniqué, qu'elle lui a arraché son masque, qu'elle l'a tiré vers le bas. Et puis, dans une autre déposition, il affirme qu'elle s'est accrochée à lui, qu'il a tenté de la repousser, qu'il y a eu un petit peu une lutte parce qu'il essayait d'éviter d'être entraîné vers le bas. Et puis, il change à nouveau de version. Et il affirme alors que les courants étaient plus forts que prévu, que Tina aurait accidentellement heurté son masque à lui et son détendeur, ce qui l'a désorienté quelques secondes et que, lorsqu'il a retrouvé la vue, c'était trop tard, elle coulait déjà trop vite pour qu'il puisse la rattraper. Il explique aussi que, pile à ce moment-là, il n'a plus réussi à passer ses oreilles, ce qui du coup l'a empêché de descendre, et il ajoute également qu'aucune partie de sa formation de plongeur rescue diver ne couvrait la manière de ramener quelqu'un en détresse à la surface. Mais aucun témoin ne confirme ces différentes versions données par Gabe. Et surtout, les données de son ordinateur de plongée racontent une toute autre histoire. Gabe a fait une remontée lente, parfaitement contrôlée, sans signe de panique, sans variation de profondeur un peu erratique. Un plongeur qui lutte ou qui remonte une victime en panique laisse une trace un peu en dents de scie sur son profil de plongée. Ici, la ligne est parfaitement lisse. Par ailleurs, autre détail troublant, plusieurs plongeurs, dont Stanley Stutz, racontent avoir vu Watson agripper Tina dans un bear hug, une espèce de gros câlin, juste avant qu'il ne remonte seul tandis qu'elle chutait lentement vers le fond. Un autre plongeur, Gary Stampler, a même pris par hasard une photo où on voit Tina allongée face vers le haut sur le sable, un cliché qui a été développé seulement plusieurs semaines plus tard, qui a été pris par hasard. Il essayait en fait de prendre une photo de sa femme à lui, on voit Tina en fond, enfin bref, voilà. Mais c'est quand même un cliché qui marque fortement les esprits. Les experts soulignent aussi ce que Gabe n'a pas fait, puisqu'il n'a pas donné son octopus, c'est la deuxième source d'air, le tuyau jaune. Il n'a pas gonflé le gilet de Tina, il n'a pas largué ses plombs, il n'a pas tenté la moindre remontée assistée. Et pour un plongeur rescue diver, c'est incompréhensible. En raison du caractère soudain de la mort de Tina et de toutes ces incohérences dans les déclarations de Gabe, l'affaire est transmise au coroner d'État pour une enquête. Et Gabe, rentré aux États-Unis entre-temps, refuse de venir témoigner. D'ailleurs, pendant tout le temps où il se trouve aux États-Unis en attendant le procès, donc entre octobre 2003 et mai 2009, donc plus de 5 ans, son comportement est pour le moins étrange. Par exemple, pour ne vous citer que 2 anecdotes, parce qu'il y en a plein, mais on va pas passer la nuit là-dessus, mais 2 anecdotes qui illustrent quand même assez bien ce propos, je trouve, donc je vous les donne. D'abord, en mars 2005, Gabe tente une action en justice pour, tenez-vous bien, récupérer le coût du voyage. Il avait déjà demandé à l'assurance voyage, mais elle avait refusé, donc il les poursuit en justice et il leur réclame 45 000 $ au titre du décès accidentel de sa femme, plus une compensation pour l'interruption du voyage, les frais médicaux, les appels téléphoniques, les courses en taxi, les frais supplémentaires de carte de crédit, et il demande aussi des dommages et intérêts punitifs, il demande un préjudice mental et émotionnel, vraiment n'importe quoi.
Il finira par abandonner ses poursuites en mai 2008 sur les conseils de ses avocats qui lui disent que, en faisant cela, il risque de s'auto-incriminer dans cette affaire, que ça n'a ni queue ni tête et qu'il ferait bien d'abandonner. La deuxième anecdote, c'est qu'il faut savoir que peu de temps après sa mort, forcément, Tina a été enterrée. Elle a été enterrée sur demande de ses parents à Pelham, en Alabama, non loin de chez eux. Mais en 2007, sans prévenir et sans raison aucune, Gabe, qui est son mari et qui a donc le droit de demander cela, fait exhumer les restes de Tina et les fait déplacer sur une parcelle de terrain qu'il vient d'acheter. Il est son mari, il a le droit. Contre la volonté de ses parents, il le fait. Les parents de Tina remarquent ensuite et signalent des actes de vandalisme sur la tombe de Tina, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, entre 2003 et 2007. Des vidéos de surveillance installées par la police notamment montrent que Watson est l'auteur de ces actes de vandalisme et il le montre en train d'enlever des fleurs, des décorations, etc. Interrogé par la police, il dira que c'est parce qu'il les trouvait trop voyants, que c'était des décorations en plastique, que c'était de mauvaise qualité, de mauvais goût, etc. Ce ne sont que 2 anecdotes parmi tant d'autres, mais elles sont quand même un petit peu significatives de ce qui se passe pendant ces 5 années. Donc, je vous les partage, vous en pensez ce que vous voulez. Durant ce temps-là, l'enquête australienne avance et les procureurs australiens émettent une hypothèse sérieuse selon laquelle, lors de ce bear hug, vous vous souvenez, ce gros câlin que les autres plongeurs l'ont vu faire à Tina, Gabe aurait fermé la bouteille de Tina, puis lui aurait maintenu le détendeur en bouche jusqu'à sa perte de connaissance, avant de rouvrir la bouteille et de la laisser couler. Les reconstitutions effectuées par des plongeurs de police appuient cette possibilité. D'autant plus qu'un fait un petit peu déconcertant revient à la mémoire de l'entourage de Tina, car peu avant leur mariage, Gabe avait largement insisté pour qu'elle modifie son assurance vie afin qu'il en devienne le bénéficiaire exclusif et qu'il augmente le montant qu'il toucherait en cas de problème ou d'accident de la vie. Elle avait beaucoup hésité, en avait longuement parlé avec ses parents, le sujet les avait un peu divisés, mais elle avait fini par accepter. On a compris que Tina, elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Et ça, ce détail de l'assurance vie, ce n'est pas un détail qui joue en la faveur de Gabe. En 2007, l'affaire passe, toujours en Australie, devant le coroner de Townsville, David Glasgow. Il relève 16 versions différentes données par Gabe Watson. 16. Après 2 ans d'investigation, il conclut alors que les explications de Gabe Watson sont incohérentes et que son comportement est incompatible avec celui d'un plongeur rescue confronté à une urgence. Il souligne les 16 versions différentes des faits données par Gabe, dont aucune ne correspond à la version unanime des témoins. Et il recommande alors des poursuites pour meurtre. Le 19 juin 2008, le coroner retient l'accusation suivante, donc je cite, même si c'est traduit. Le 22 octobre 2003, sur le site de l'épave historique du Yongala, à 48 milles nautiques du sud-est du port de Townsville, dans l'État du Queensland, David Gabriel Watson a assassiné Christina Mae Watson. Gabe refuse de se rendre en Australie. D'ailleurs, petite digression, mais il faut savoir qu'entre-temps, il s'est remarié avec une certaine Kim Lewis, que je trouve bien courageuse d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous auriez pu vous marier avec un homme ou une femme accusée d'avoir tué son précédent conjoint. Mais en tout cas, voilà. Au début, Gabe, l'Australie, il veut pas y aller. Mais en mai 2009, après 6 mois de résistance à l'extradition, Gabe accepte finalement d'y revenir pour être jugé. Lors de son procès, le 5 juin, il plaide non coupable de meurtre, mais coupable de manslaughter, l'équivalent australien d'un homicide involontaire. Il reconnaît ne pas avoir rempli son devoir d'assistance envers sa femme. Le tribunal accepte le plaidoyer. Gabe Watson est condamné à 4 ans et demi de prison, avec une peine minimale d'1 an ferme. La famille de Tina qualifie la peine de honteuse et d'insulte à la justice australienne. Le procureur général de l'Alabama, Troy King, dépose même une plainte officielle et fait appel à la Cour suprême du Queensland. Après réexamen, la peine est portée à 18 mois d'incarcération effective. Pour la famille de Tina, c'est un nouveau coup, c'est une énorme injustice. 1 an et demi pour la mort de leur fille, ils peinent vraiment à s'en remettre. Pendant que Gabe purge sa peine en Australie, les autorités de l'Alabama, aux États-Unis, annoncent leur intention de le poursuivre pour meurtre à son retour. L'Australie, au début, n'accepte pas de transmettre les preuves, puis finit par accepter, à condition
que la peine de mort ne soit pas requise, comme le prévoit le droit international. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Australie n'a pas le droit d'extrader quelqu'un si cette personne peut être mise à mort après son extradition. Si cette personne est en danger de mort, du coup, elle n'a pas le droit de lui faire quitter son territoire. Là, les États-Unis acceptent de renoncer à la peine de mort. Du coup, le 25 novembre 2010, Gabe est expulsé vers les États-Unis. À son arrivée, il est immédiatement arrêté et inculpé une seconde fois, cette fois pour meurtre avec préméditation et enlèvement, car les autorités ont estimé que le crime avait été planifié en Alabama. En juin 2011, la Cour de justice a fixé la date du procès au 13 février 2012 et Watson a donc été remis en liberté sous caution de $100,000. Et là, il reprend son comportement bizarre. En 2011, le tribunal des successions le démet même de ses fonctions d'administrateur de la succession de Tina et nomme son père à sa place. Et ce dernier demande, d'ailleurs, et il en profite, il demande la restitution des photos et annuaires scolaires et universitaires de Tina. On est juste face à un père qui veut récupérer les photos de sa fille décédée pour suivre son évolution au fur et à mesure des années. Mais Gabe fait appel de cette décision, il refuse de fournir la moindre photo et il refuse d'ailleurs de fournir au tribunal un inventaire des biens de Tina. Dans l'attente du procès, la Cour de l'Alabama lui ordonne même de rester à l'écart de la tombe de Tina. Arrive enfin le jour du procès. Mais, aux États-Unis, les règles ne sont pas les mêmes qu'en Australie. La négligence grave ne suffit pas pour condamner. Aux États-Unis, il faut prouver l'intention d'homicide au-delà du doute raisonnable. Or, Colin McKenzie, c'est un expert clé en plongée et il avait été très écouté lors de l'enquête initiale. Il avait soutenu alors qu'un plongeur avec la formation de Watson aurait dû pouvoir remonter Tina. Rappelez-vous, il est rescue diver, il est censé savoir quoi faire dans ce genre de situation. Et bien là, dans ce procès aux États-Unis, il revient sur une grande partie de son témoignage après avoir eu accès aux carnets de plongée, certificats et dossiers médicaux de Tina et de Gabe auxquels il n'avait pas eu accès auparavant. McKenzie affirme alors que Gabe n'aurait jamais dû être autorisé à plonger et certainement pas avec comme binôme son épouse, qui n'avait aucune expérience de plongée en mer. Tina avait subi d'ailleurs une opération cardiaque, je vous en ai parlé au tout début, pour corriger un rythme irrégulier 2 ans plus tôt, mais elle avait indiqué sur son formulaire de plongée qu'elle n'avait jamais eu de problème cardiaque ni subi d'opération. Le professeur Mike Bennett, qui est une sommité en médecine de plongée, a déclaré que Tina n'était pas apte à plonger sans l'avis d'un cardiologue. Et Gabe, il avait obtenu sa certification de sauvetage en 2 jours, alors que normalement, c'est un diplôme qui se passe en 4 jours. Il faut le passer d'ailleurs, en tout cas, en passer une partie en mer, et lui, il l'a passé en 2 jours, entièrement dans une carrière en Alabama. Il n'avait en fait aucune expérience de sauvetage et peu d'expérience en pleine mer. Selon McKenzie, il n'avait du coup aucune chance d'être compétent ce jour-là. Il pouvait à peine se sauver lui-même et encore moins sauver sa femme. McKenzie dit donc, et je cite, « Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de la tuer ». Les révélations selon lesquelles Gabe avait eu besoin d'aide pour enfiler son équipement ce jour-là ont renforcé l'idée qu'il était un amateur, vantard et dangereux, qui a fait peur d'un manque total de courage et de discernement lorsqu'il a abandonné sa femme sous l'eau. Le club de plongée avait proposé une plongée d'orientation et de réadaptation, vous vous souvenez, une plongée guidée avec un moniteur, et Tina et Gabe avaient refusé cette plongée. Du coup, le responsable du club de plongée, Mike Ball, a déclaré que ses équipes avaient pris Gabe au mot, le croyant expérimenté et certifié en sauvetage, et il pensait que les deux étaient en mesure de plonger. Et le club a ensuite plaidé coupable d'avoir contrevenu aux normes de sécurité qui auraient imposé que Gabe et Tina soient supervisés au moins par un moniteur lors de la plongée en question. Le club a été condamné à une amende de $6 500 plus $1 500 de frais. Résultat des courses, le 23 février 2012, le juge Tommy Nail rejette les charges avant même la plaidoirie de la défense. Il estime que le dossier ne contient aucune preuve directe de meurtre, pas de témoins, pas de traces de lutte, pas de mobile convaincant puisque l'assurance vie souvent évoquée comme motivation s'avère en fait modeste, et Gabe Watson est acquitté.
Le juge estime par ailleurs que les éléments concernant le comportement de Gabe après la mort de Tina, vous vous souvenez de toutes ces irrégularités et bizarreries dans son comportement, il estime que ces éléments sont irrecevables. Il empêche également le père de Tina de témoigner au sujet des tentatives supposées de Gabe d'augmenter l'assurance vie de Tina peu avant sa mort. Le procureur indiquera que c'est même la première fois en 41 ans de carrière qu'un de ces procès se termine par un acquittement prononcé par le juge. Pour lui, il y aurait dû au moins avoir un passage devant un jury. Mais ce n'est pas le cas. Et Gabe Watson est acquitté. Rien à voir avec le jugement australien. 2 pays, 2 systèmes, 2 verdicts. Et du coup, plus de 20 ans plus tard, les curieux et les plongeurs du monde entier se demandent encore quoi penser de cette histoire. Que s'est-il vraiment passé sous l'eau ce jour-là ? 3 grandes hypothèses subsistent, vous l'avez compris. La première, celle de l'accident. Tina aurait paniqué, perdu le contrôle et Gabe n'aurait pas réussi à l'aider. Mais cette version ne correspond pas aux données de plongée ni à son attitude au moment des faits. La seconde, celle de la négligence grave. Gabe n'aurait pas voulu la tuer, mais il aurait choisi de ne rien faire, par lâcheté, par égoïsme ou par indifférence. C'est la thèse retenue par la justice australienne et pour laquelle il a fait 18 mois de prison. La troisième hypothèse, c'est celle du meurtre. Gabe aurait volontairement coupé ou bloqué l'air de Tina avant de la laisser couler. C'est la théorie la plus controversée, impossible à prouver, mais soutenue par plusieurs incohérences. Le coroner de Queensland, dans un rapport, résume l'affaire et, je cite, toujours en traduit, « Je ne dispose pas d'une preuve d'acte d'homicide, mais la version accidentelle ne permet pas d'expliquer l'ensemble des éléments observés. » Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Accident, négligence ou alors quelque chose de plus sombre ? J'attends vos avis et vos théories, soit directement en commentaire sur cette plateforme, soit sur Instagram où on débat tous ensemble des différentes affaires traitées sur ce podcast, alors rejoignez-nous. Et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez les rapports d'autopsie, les documents d'enquête, les photos et toutes les sources utilisées pour cet épisode sur www.couransobscurs.fr. À très bientôt.